On va ouvrir ce journal par le tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Nana Akufo-Addo. En visite de travail à Accra, le chef de l'État congolais a échangé avec son homologue sur le renforcement de la coopération bilatérale, avec notamment la question de la lutte contre les réchauffements climatiques et sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et les combats pour la reconquête de Bunagana ont repris dans le Nord Kivu. Les FARDC ont attaqué les positions de l'ennemi sur l'axe Chouema, non loin de Rutshuru. L'assaut a été donné le jeudi. Et la gouverneure intérimaire de l'Alaba est en mission de travail en Belgique. Fifi Masuka est à la recherche de potentiels partenaires et investisseurs dans le domaine de transport avec la construction de la nouvelle aérogare de Kolwezi. Et en Afrique, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré prête serment ce vendredi en tant que président de la transition. La sobre cérémonie se déroule au Conseil constitutionnel. Bon début de week-end, madame, monsieur, et merci de nous suivre sur Télé 50. C'était d'abord un tête-à-tête avec son homologue, puis ce dernier s'est élargi à une séance de travail avec les ministres. La RDC et le Ghana ont décidé d'approfondir les échanges et la coopération bilatérale. Les deux présidents en ont montré la ferme volonté. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, et particulièrement sur des questions économiques relatives à l'exploitation minière. La lutte contre le changement climatique a aussi été abordée en vue de construire une stratégie africaine pour la COP 27. Nana Akufo-Addo, qui préside l'Alliance des pays vulnérables, et Félix Tshisekedi, qui dirige un pays abritant le deuxième poumon de la planète, partagent le même avis pour exiger le respect par les pays industrialisés des promesses et des financements de l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Le dossier sécuritaire concernant la situation à l'est de la RDC était aussi à l'ordre du jour. Le Ghana est prêt à apporter son appui diplomatique à la RDC pour mettre fin à cette insécurité. Les deux pays ont décidé de convoquer la grande commission mixte pour approfondir les échanges bilatéraux. Le chef de l'État a signé le livre d'or du palais présidentiel comme le veut la tradition. Le président ghanéen a offert un dîner en l'honneur du président Tshisekedi et sa délégation. Et à la primature, le Premier ministre Sama Lukonde a accordé quelques audiences dans son cabinet de travail. D'abord à la délégation des chefs coutumiers de l'Ituri, avec qui il a abordé la question de la paix et de la sécurité dans la province. Ensuite, au cardinal Ambongo, venu lui présenter le rapport de sa mission pastorale effectuée dans le Grand Bandundu. Je suis venu échanger avec le Premier ministre et en même temps lui remettre la synthèse de mon rapport de visite dans le territoire de Kwamout. Vous savez tout ce qui se passe actuellement dans le territoire de Kwamout. Et moi, en tant que pasteur propre de cet archidiocèse de Kinshasa et Kwamout, une bonne partie se trouve dans mon archidiocèse. J'avais fait une visite pastorale, la première fois le long du fleuve, jusqu'à Kwamout cité. J'ai continué ma visite jusqu'à Massiakwa, sur la rivière Kwa. De retour ici, j'avais estimé que ma visite devrait être complétée par la partie terre. Et j'avais pris l'avion la semaine passée jusqu'à la ville de Bandundu. Et de Bandundu, j'avais fait la route RN 17, Bandundu, Massiambio, jusqu'à Mongata, sur la route principale. J'ai eu à rencontrer nos frères et sœurs qui sont dans cette partie et j'ai eu des observations qui me paraissaient importantes et avant de faire quoi que ce soit, j'avais estimé qu'il était tout à fait légitime que j'échange avec le Premier ministre là-dessus.
Et je le disais dans le sommaire, les FARDC ont repris l'assaut contre les positions des rebelles M23 qui occupent depuis 130 jours la cité frontalière de la RDC, Bunagana. Les combats ont repris jeudi après près d'un mois d'accalmie sur les lignes de front. Le premier front est sur l'axe Chouema-Rangira à plus ou moins 10 km de Rutshuru. Des images publiées sur les réseaux sociaux ont montré les déplacements de quelques populations. Les FARDC semblent déterminés à reconquérir une bonne fois pour toutes Bunagana. Et justement, à Rutshuru, les habitants ne savent plus faire le champ et sont plongés dans une crise alimentaire sans précédent à cause notamment de l'insécurité causée par les M23, qui a provoqué par la suite un déplacement massif des populations. Les produits alimentaires de première nécessité sont devenus rares et l'on assiste à une augmentation du prix sur le marché. Cette situation inquiète la société civile locale qui en appelle à l'aide du gouvernement. On écoute à ce propos le président de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Babanze. La plupart des zones qui, en tout cas, étaient des greniers agricoles sont sous le contrôle des M23. Presque, en tout cas, 89% de la population a fui et toutes les zones n'ont pas été productives pour cette saison culturelle, ce qui a comme conséquence la rareté des denrées alimentaires dans les grands centres de Rutshuru, Kiwanja, un peu partout, mais également ce qui a aussi un impact sur le coût des produits dans les centres. À cela s'ajoute aussi la surconsommation due à la présence de beaucoup de déplacés qui, en tout cas, consomment la production du reste du territoire qui semble ne pas suffire pour les besoins alimentaires de toute la population. En fait, le message, c'est vraiment d'alerter le gouvernement sur ce danger qui vient de tout le territoire, parce que si rien n'est fait, comme on venait de le dire, très prochainement, on va assister à des morts en cascade des populations, surtout les indigents qui n'ont pas de moyens pour aller s'approvisionner ailleurs. Et surtout, on lance un message au ministre de l'Agriculture de prendre des dispositions pour voir comment rentabiliser le reste des sols qui restent et pourquoi pas même approvisionner des agriculteurs en semences améliorées et même envoyer des moniteurs agricoles sur le terrain pour aider les populations agricultrices dans les zones qui sont affectées par cette crise alimentaire. Et puis lancement des activités d'incubation des jeunes agripreneurs de la deuxième cohorte. Il s'agit du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business PEJAB. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture au Centre d'appui de développement intégral dans la commune de Maluku. Reportage de Christian Calongier. Le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness PEJAB, projet sous tutelle du ministère de l'Agriculture, vise à former les jeunes entrepreneurs dans n'importe quel maillon de la chaîne agricole. Pour le coordonnateur national du PEJAB, cet événement marque une phase à la fois nouvelle et décisive du projet. La présence de chacun de nous témoigne de l'importance que nous accordons à ce grand et bon projet qui va lancer nos jeunes dans le domaine de l'agrobusiness. Notre pays ne se positionne pas seulement pays solution en matière climatique et environnementale, mais plutôt pays solution en tout. L'agriculture et l'agrobusiness y font partie. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga, qui a remercié tous les partenaires, ce projet vise avant tout l'émergence de la jeunesse congolaise selon la vision du président de la République. En cette journée de lancement, le 19 octobre, soit 2 jours après la journée mondiale de l'alimentation, nous voici ici réunis non seulement pour célébrer le go de la deuxième cohorte, mais aussi nous projeter dans l'avenir de l'impact que ce projet aura pour les prochaines journées d'alimentation. J'en appelle donc à la conscience collective de tous ceux qui auront des responsabilités dans les centres, de miser sur les objectifs du projet
et d'orienter leur gestion sur l'atteinte des résultats. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkoulou, a pour sa part salué cette initiative qui tombe à point nommé. Le projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness vient matérialiser les attentes du chef de l'État. La bibliothèque numérique est maintenant une réalité dans les universités congolaises. C'est un autre cap franchi dans l'amélioration de l'enseignement supérieur en RDC. Des étudiants peuvent désormais avoir accès à des ressources scientifiques gratuitement et ce, à partir d'une carte SIM téléphonique. C'était une promesse du chef de l'État après avoir rendu gratuit l'accès à l'Internet dans les universités. Le gouvernement a donc lancé à l'IEC Kinshasa, devant les différents chefs d'établissement, la connexion à l'enseignement supérieur et universitaire à travers une bibliothèque numérique permettant ainsi aux étudiants de mieux faire la recherche en toute aisance en ligne grâce à la carte SIM RTL Academia. Un accès libre à des ressources pédagogiques, entre autres ouvrages et articles scientifiques, et cela dans tous les domaines. D'après le ministre de l'ESU Moïndo Nzangi, cette bibliothèque en ligne est la réalisation de la promesse du chef de l'État qui veut obstinément voir une amélioration significative de la qualité de la formation en RDC. Aujourd'hui, c'est la matérialisation. Le concept est très simple. RTL a accepté d'héberger pour nous toutes ces ressources pédagogiques numériques que le ministère met à sa disposition. Et donc, à travers une carte SIM qui va être distribuée à tous les étudiants, ceux qui ont déjà des cartes SIM RTL, leurs cartes vont être reconfigurées. Donc, c'est une promesse du chef de l'État tenue. Je voudrais vous dire ici que pour accompagner le LMD, qui est très exigeant en matière de recherche, en matière d'accès aux ressources pédagogiques. Il renchérit par ailleurs que cette bibliothèque virtuelle, garnie en accès libre, est un grand accompagnement à la réforme LMD, qui est un système très exigeant pour les étudiants et les enseignants. Et l'association de défense des droits de l'homme ACAJ plaide pour l'exécution de l'ordonnance de mise en détention préventive de Jean-Marc Kabound, maintenu jusqu'à ce jour à la prison centrale de Makala. Son président, Georges Kapiamba, s'est offusqué de la non-exécution d'une telle décision et pointe du doigt le parquet. On écoute ses précisions dans cet appel téléphonique. Nous sommes profondément préoccupés par la non-exécution de cette ordonnance, qui est une décision de la haute cour judiciaire de notre pays, entendez par là la Cour de cassation, rendue au bénéfice de l'honorable Jean-Marc Kabound, dans le sens où elle demande au procureur général de devoir le sortir de la prison et de l'installer dans une résidence où il devra être placé sous surveillance judiciaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes techniques dans une résidence surveillée. Mais plusieurs jours, pour ne pas parler de plusieurs mois après, nous constatons que le parquet général n'a pas exécuté. Ce n'est pas une bonne chose parce que le parquet donne un mauvais exemple. C'est le parquet qui est chargé par la Constitution et les lois de la République d'assurer l'exécution l'application des lois et l'exécution des décisions judiciaires. Si lui brille déjà par cette résistance, cette rébellion vis-à-vis de la décision de la haute cour, qu'adviendrait-il maintenant par rapport aux autres citoyens? Et donc, nous demandons à ce que cette ordonnance soit exécutée au bénéfice de l'honorable Jean-Marc Kabound. À la tête d'une forte délégation, la gouverneure du Lualaba en mission dans le Royaume-Uni, plutôt dans le Royaume de Belgique. Fifi Masuka est allée prendre des contacts importants pour l'acquisition des équipements et autres matériels utilitaires de la nouvelle aérogare de Kolwezi. L'autorité provinciale était dans les installations de la société Somati où elle a récolté les informations pouvant lui permettre de concrétiser complètement ce projet voulu par le chef de l'État. José Mouyumba.
Toujours préoccupé par l'idée d'offrir à sa population les conditions de vie dignes, surtout changer l'image de la province du Cobalt, comme le recommande le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure du Lualaba, conduit une forte délégation au Royaume de Belgique. À l'initiative de l'autorité suprême du pays, la délégation Masuka, constituée entre autres de Bienvenu Liota Njoli, président du conseil d'administration de la RVA, Achille Mouteteke Loale, ministre provincial de Finances, Célestin Machata Kayembe, ministre provincial des Infrastructures, Jules Kabouit, commissaire du gouvernement provincial en charge du travail et de la directrice de cabinet du ministre provincial de Transport, est allé prendre un contact important avec Somati Véhicule, une société spécialisée dans le montage et la livraison des camions anti-incendie et utilitaires. Aussitôt arrivé à Bruxelles, dans la matinée de ce jeudi 20 octobre 2022, la gouverneure du Lualaba et sa suite ont été conduites à 35 km de la capitale belge, dans la commune d'Alost, quartier d'Arambo-Degen, où se trouvent les installations de Somati. Tout a commencé par une séance d'échange dans la salle de réunion avec projection vidéo sur la qualité des engins sous les explications de Jean Chanfeller, directeur chargé de l'exploitation. Marie-Thérèse Masuka Saini et sa suite ont été amenés juste après dans l'atelier de montage des camions de secours, dans le magasin des pièces de réchange, la salle de montage des véhicules de police et d'anti-émeutes. La visite s'est clôturée par le parking, le bâtiment des extincteurs et le département d'après-vente. La gouverneure du Lualaba veut s'imprégner des modalités d'acquisition des camions anti-incendie pour la nouvelle aérogare moderne de Kolosi, dont l'inauguration est prévue incessamment. Nous sommes ici. Les travaux de l'aéroport sont en train d'avancer. Nous savons aussi la crise mondiale que nous connaissons tous avec la guerre en Ukraine. Les livraisons traînent, donc il était impérieux de venir sur place pour pouvoir demander tout ce que nous avons besoin. Ici, nous avons commencé avec des véhicules anti-incendie, savoir si nous pouvons les avoir à temps, si nous devons passer la commande maintenant. Mais avant tout, il faut savoir où vous achetez, qu'est-ce que vous achetez et être sûr de la société sur place. Elle veut aussi procurer sa province des camions anti-émeutes et des ambulances. La société qui est en train de fabriquer les véhicules anti-incendie, les véhicules utilitaires, les véhicules de la police, tout ça c'est important pour notre nouvelle province qui est en train de se construire aujourd'hui. Donc nous construisons à long terme et nous construisons pour ce qui est beaucoup plus utile. Pas seulement pour l'aéroport, mais pour toute la province. C'est dans la soirée que s'est clôturée l'activité intense du jour pour la femme qui incarne la vision politique du président Tshisekedi au Lualaba. Et tous les compartiments du secteur minier étaient réunis lors d'une réflexion de 2 jours organisée par la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo. Ensemble, ils ont évalué 4 ans après la promulgation du nouveau code minier. Christopher Ochokoum. 4 ans après, l'on ne peut pas nier que le nouveau code minier a eu un impact positif sur l'État, mais aussi dans le social de la population. Les différentes parties, notamment la société civile, les entrepreneurs, mais aussi le gouvernement, réunis par la Chambre des mines, se sont mis d'accord pour fournir davantage d'efforts pour capitaliser cette situation. La révision du code minier, a-t-il dit en 2018, a apporté certes des avancées, mais la situation socio-économique des Congolais n'a pas changé pour autant. Voilà pourquoi le gouvernement devrait mettre en place les politiques publiques pour maintenir une croissance durable, même en cas de baisse des coûts des matières à l'international. Et pour assurer donc un investissement durable dans le secteur minier, en vue d'un développement inclusif, il a évoqué 4 leviers sur lesquels il faudra actionner. En atelier, à travers différents panels, les participants ont fait en sorte d'épingler tous les cas de violation de la législation, quelle que soit la partie en cause, afin de parvenir à des convergences sur des sujets à interprétation divergente, tels que le voulait le président national de l'AFEC. Albert Yuma avait plaidé à l'ouverture de ce forum pour qu'au-delà des innovations du code minier, révisé de 2018, qu'il y ait des investissements plus durables, induisant une croissance inclusive qui profite à toute la population.
Et le 22 et 23 octobre, il se déroulera un rallye sur le site de Mbombo-Lumene aux portes de Kinshasa. Ce jeudi, dans la soirée au cercle de Kinshasa, les organisateurs ont expliqué le bien fondé de cette organisation originale. À quelques jours de ce grand retour, différents sponsors, des passionnés, mais aussi des curieux ont pris part à cet avant-goût du Rallye Solution for Africa qui aura lieu ce week-end à la réserve naturelle de Mbombo-Lumene. Première édition de ce grand rendez-vous depuis la pandémie de coronavirus, cet événement se veut très particulier. Il donnera à la fois sa chance aux professionnels, mais aussi aux touristes. C'est un rallye qui se décline en deux phases. La première qui est réservée aux touristes. Donc voilà, monsieur, madame, tout le monde avec les enfants peuvent venir participer, prendre part à ce rallye. Pour eux, évidemment, les règles ne seront pas identiques à celles d'un rallye classique de vitesse. Eux auront des règles spécifiques où ils vont devoir respecter une moyenne kilométrique. En deuxième phase, nous aurons un rallye classique de vitesse avec des véhicules de type buggy tout-terrain. Et là, c'est vraiment un rallye de vitesse où le premier sera celui qui ira le plus vite. Les organisateurs assurent quant à la sécurité et toutes les modalités pratiques. Cette évasion a pour but de faire de la place à une autre image de la mégapole Kinshasa. Ce sera également un grand coup de pouce pour la réserve naturelle de Mbombo-Lumene. Nous allons profiter de ce rallye pour que les retombées avec les sponsors puissent être réversées dans les activités de préservation de la nature. Rendez-vous donc ce 22 et 23 octobre pour un événement qui tiendra sûrement ses promesses. On va prendre cette activité de la police avant de passer dans l'actualité en Afrique. Les Koulouna, fauteurs de troubles arrêtés dans la commune de Limete, précisément au quartier Mombélé, ont été présentés à la presse par la police. Ces derniers ont été par la suite conduits devant des cours et tribunaux pour qu'ils répondent de leurs actes. Ils ont terrorisé la population des villes-provinces de Kinshasa et maintenant ils se trouvent entre la main de la police. Aussitôt arrêtés, ils sont présentés à la presse. Prenant la parole, le major Alphonse Lindou, porte-parole de la police nationale à Kinshasa, a expliqué les motifs de leur arrestation. Oyo bandio na kombo ya Mbongo Garisha. Azali mwana ya policier. C'est un fils de policier, c'est ce qui a fait qu'il puisse rester au camp Lufungula, qui se trouve dans la commune de Lingwala. Lorsque la police a fait descente pour l'arrêter, en pleine action, il a posé résistance. C'est ce qui a amené qu'il puisse recevoir une balle à son pied. Toi, policier, si tu élèves un fils dans ta maison avec ce genre de comportement, qui est Koulouna, sache qu'il est temps pour toi de le faire sortir de chez toi. Ou de les dénoncer carrément. Parce que si les services de police tombent sur ton enfant, toi tu vas sortir du camp et l'enfant sera traduit en justice. Après présentation de fauteurs de troubles à la presse, ils sont transférés devant des cours et tribunaux pour que chacun réponde de ses actes. Les commissaires provinciaux de la police ville-province de Kinshasa félicitent la population quinoise pour la bonne collaboration avec la police et exhortent ces dernières de continuer cette franche collaboration qui ne cesse de porter les fruits. Et en bref et en images en Afrique, d'abord au Tchad, les manifestations contre la transition ont fait une 50aine de morts, parmi lesquels un journaliste et un jeune artiste musicien. La police avait réprimé dans le sang les manifestants qui répondaient jeudi à l'appel de l'opposition. Le gouvernement a annoncé par ailleurs la suspension de toute activité d'importants groupes d'opposition et un couvre-feu afin que le pays retrouve son calme. Le Burkina Faso se prépare ce vendredi à la prestation de serment et à la cérémonie d'investiture du capitaine Ibrahim Traoré comme président de la transition. Une soixantaine des personnalités sont conviées à assister à la cérémonie. Parmi eux, les présidents d'institutions, les militaires et paramilitaires, les partis politiques et les représentants d'organisations de la société civile. En gros, les corps constitués. C'est après cette cérémonie que le capitaine Ibrahim Traoré pourra rentrer dans ses attributs de chef de l'État. On termine à présent sport. La RDC aura au moins un représentant de la RDC en phase de poule de la Ligue des Champions cette saison. Hier, l'ASV Club a obtenu son billet face à Kadiogo du Burkina Faso après avoir essuyé 100 et au Christian Bokaya.
Les Moscovites sont passés par l'effroi pour valider leur ticket de la phase de poule ce jeudi face au Rail Club Kadiogo. Dans un stade de martyrs, décoré en vert et noir, le club prendra largement le contrôle du match, mais sans trouver le chemin des filets, nonobstant nombreuses occasions de but obtenues en première période. Au retour des vestiaires, le score restera intact. Le poulain de Raoul Chung vont se distinguer par des ratés, des frissons qui occasionnent même la mort d'un supporter dans le gradin. Il fallait emprunter les chemins des tirs au but pour se qualifier. Les dauphins noirs réussiront heureusement à marquer 4 tirs contre 3 pour le Burkinabé. Cette rencontre a permis à Lupopo de se faire une idée sur son adversaire de barrage en Coupe de la Confédération. Les cheminots vont croiser les bottines avec Rail Club du Burkina Faso, éliminé par l'association sportive Vert Club. Place au rappel des titres à présent. Et on a pris en début de ce journal le tête-à-tête Félix Tshisekedi et Nana Akufo-Addo. En visite de travail à Accra, le chef de l'État congolais a échangé avec son homologue sur le renforcement de la coopération bilatérale, avec notamment la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Et les combats pour la reconquête de Bunagana ont repris dans le Nord Kivu. Les FARDC ont attaqué les positions de l'ennemi sur l'axe Chouema, non loin de Rutshuru. L'assaut a été donné le jeudi. Et la gouverneure intérimaire du Lualaba est en mission de travail en Belgique. Fifi Masuka est à la recherche de potentiels partenaires et investisseurs dans le domaine de transport, avec notamment la construction de la nouvelle aérogare de Kolwezi. Et en Afrique, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré prête serment ce vendredi en tant que président de la transition. La sobre cérémonie se déroule au Conseil constitutionnel. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste inconnue.